Yes. Du coup, je reprends effectivement. Nous, ce soir, du coup, alors je fais partager mon écran aussi. Hop. On avait envie de vous parler des mécaniques de communication dans les jeux. Alors voilà, non, c'est bon, ça s'affiche. Effectivement, et donc l'idée, je vous donne à peu près le plan qu'on a prévu. C'est on a fait une petite exploration, discussion avec Tanguy pour un peu se dire effectivement qu'est-ce qu'il y avait dedans, comment dans ces jeux de communication, qu'est-ce qu'on entend là-dedans, pourquoi on s'intéresse à ça. Et après, on a envie d'avoir un petit temps d'échange avec vous sur dans ce qu'on s'est listé, dans ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qui vous paraît intéressant. Est-ce que vous avez aussi des retours d'expérience, des choses qui vous donnent envie d'essayer, hein. Je pense qu'il y a à la fois de la légitimité dans ce que vous avez déjà fait et aussi l'intérêt, c'est aussi ce que vous avez envie de faire. Et on a aussi envie de ces meet-up que naissent des choses de tiens, est-ce qu'on peut essayer tel truc dans tel cadre et se raconter ce que ça a donné. Et sur la fin, on verra un peu dans quel ordre exact sur la fin, mais on aimerait bien tester aussi un jeu avec vous sur un format en ligne, du coup, pour juste qui est dans ces thématiques-là. Voilà, les alchimistes ludiques, on en a parlé, mais du coup, effectivement, vous trouverez ce qui se passe à Nantes sur le groupe Meetup. Et je vais laisser la parole à Tanguy pour pourquoi on a choisi de parler de ce sujet. Tout à fait. Merci, Michael, pour la présentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de la communication? Tout d'abord parce que la communication, elle est partout. C'est ce qui fait qu'on a des relations les uns avec les autres, qu'on se rapproche entre êtres humains, et notamment que on arrive à créer des situations de travail. Donc, la communication, elle est dans le travail, mais on la retrouve aussi dans les jeux pour notamment communiquer, que ce soit des informations un peu importantes quand on doit coopérer ensemble, ou même pouvoir induire en erreur lorsque on est en compétition avec des adversaires en face. Alors, on retrouve des contraintes et des mécaniques qui utilisent la communication comme vraiment une part même du jeu. Et donc, on va faire un tour d'horizon de certaines mécaniques qu'on a identifiées avec Michael lors de notre échange là-dessus. Donc, oui, c'est vrai que nous sommes. Bon, vas-y. On est arrivé un peu loin là. Tu veux bien revenir un petit peu en arrière, s'il te plaît? Merci. Donc la coopération, ça passe notamment par l'échange. Et lorsque ce dernier est altéré, le joueur va s'efforcer de trouver un moyen pour comprendre l'autre, donc le joueur en face de lui, surtout dans un contexte de coopération, plutôt que de se reposer sur ses acquis et de rester bloqué. Donc l'idée, c'est lorsque les jeux mettent ça en place, c'est d'essayer de faire en sorte que les joueurs se dépassent et trouvent un autre système pour se communiquer, ou alors qu'ils apprennent en utilisant les règles vraiment par eux-mêmes. Donc l'idée dans ce sujet-là, comme l'a dit Michael, c'est de faire un tour d'horizon de ce qu'on a identifié et après échanger avec vous sur si on en a oublié ou s'il y a des applications qu'on pourrait retrouver dans le monde professionnel. Voilà. Donc rapidement qui nous sommes, on s'est présenté tout à l'heure avec Michael, donc moi je suis Tanguy. Et dans les jeux de communication, j'ai choisi The Big Book of Madness, mais on en parle un peu plus tard, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Yes, et puis bon, pareil, moi, on s'est présenté avant. Moi, j'ai mis Space Team, qui est un petit, pour changer des jeux de société, qui est un jeu mobile où on crie beaucoup des commandes sur ce qu'il faut faire aux autres, qui ont un petit tableau de contrôle. Mais pareil, je pense il rentrerait bien dans des catégories qu'on va avoir après. Du coup, si c'est bon pour vous, je crois qu'on peut démarrer l'exploration de ces jeux avec une première mécanique. Alors, on a identifié une première mécanique qui est l'interdiction de la parole. Donc dans certains jeux, on va bloquer complètement le joueur dans sa possibilité de communiquer verbalement avec autrui. Notamment ici, le sujet est de trouver et d'essayer de mentalement trouver des systèmes pour pouvoir communiquer. Donc souvent, ça se passe par l'action. Le fait d'agir d'une certaine manière va transformer la compréhension de l'autre joueur sur nos intentions, en fait. Donc on va tout de suite rentrer dans les exemples, ce sera plus parlant que de juste l'expliquer comme ça. Yes. Alors, moi, on en a mis trois, entre autres, donc The Mind, Magic Maze et Anabi. Je vais aller un par un dessus. The Mind, c'est un jeu où on va avoir des cartes avec des numéros. Je ne sais pas si d'ailleurs tout le monde a peut-être, je pense qu'on est peut-être beaucoup à avoir déjà joué. On va avoir des cartes avec des numéros qu'on répartit entre les joueurs. Et le but du jeu,
va être de réussir à placer les cartes l'une après l'autre dans l'ordre on n'a pas le droit de se parler du tout. Donc, en fait, les joueurs vont progressivement, je vous spoil un peu pour ceux qui n'ont pas joué, mais vont progressivement essayer d'apprendre ensemble à placer la carte au bon moment, puis l'autre, mais on n'a pas le droit de parler du tout dans ce jeu-là. Un autre classique des jeux où on n'a pas vraiment le droit de se parler, en tout cas pas du contenu des cartes, c'est Anabi qui va du coup nous donner le droit, qui va nous donner des cartes avec des feux d'artifice, avec des couleurs et des numéros qui vont de 1 à 5. Le but va être de faire une frise avec les couleurs qui vont de 1 à 5 au centre de la table. Et là, on va avoir le droit on va avoir une façon très codifiée de donner les informations. On va pouvoir dire là, tu as un 1, là, tu as des cartes bleues en montrant les cartes. Et on n'a pas le droit de se parler sur là, il faudrait que tu joues telle carte. Donc, en fait, à chaque fois, on se retrouve à jouer des cartes en ne sachant pas ce qu'on a. Oui, il y a un point que je n'ai pas dit qui est hyper important, c'est qu'on a ces cartes de jeu à l'envers. Et du coup, en fait, on ne voit pas ses propres cartes. Donc, on a besoin que les autres joueurs nous donnent des informations. Donc voilà sur Anabi. Donc pour le coup, par contre, il n'y a pas le côté temporel de The Mind. Et pour le côté temporel, on a un Magic Maze aussi, qui est un très bon jeu où on va avoir effectivement des pions de couleurs qui représentent différents aventuriers qui ont décidé de cambrioler un supermarché un peu compliqué. Et en fait, du coup, vous allez avoir chaque aventurier qui sont gérés par tous les joueurs en même temps. Mais en fait, chaque joueur va avoir, vous avez les petites tuiles bleues, des tuiles qui disent il y a un joueur qui a le droit de déplacer les pions à gauche, l'autre vers le bas, l'autre vers le haut. Et on n'a pas le droit de se parler non plus on n'a pas le droit de se parler sur ce qu'il faut faire, mais comme on a des objectifs communs qui sont partagés, qu'on a un certain nombre d'infos sur il faut d'abord aller récupérer un objet pour chaque personnage, etc. Normalement, on a à peu près une idée commune de ce qu'on cherche à faire. Mais on n'a pas le droit de se parler, sauf dans des phases précises du jeu, où le jeu va nous donner le droit des petites pauses, on a le droit de parler. Le tout étant délimité aussi par un sablier. Alors, je ne vous donne pas le système exact, mais en gros, on va avoir un chrono global avec aussi un besoin de veiller là-dessus. Peut-être un point important aussi dans la communication dans ce jeu-là, c'est qu'on a le droit pour communiquer, c'est incité par les règles du jeu. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un objet où il y a quelque chose pour le faire, de frapper sur la table devant quelqu'un pour lui dire qu'il y a quelque chose à faire. Il me semblait qu'il y avait un objet ou un truc. Oui, il y a un totem ou quelque chose comme ça. Voilà le pion orange en fait qu'on voit là pour rappeler à quelqu'un qu'on a besoin qu'il fasse quelque chose. Donc c'est un mode de communication pas toujours agréable et d'ailleurs pas toujours efficace pour ceux et celles qui ont joué. Mais voilà, donc on a pareil, pas le droit de parler et pourtant on arrive à se communiquer quand même des choses qu'on essaye de faire par les actions et des choses qu'on fait. Est-ce qu'on passe sur la mécanique suivante du coup, peut-être? Allons-y. J'avais Ouais, juste deux vas-y. trucs que j'ai oublié de dire plus tôt. Donc, Ok. quand on n'a pas accès à la parole, à la communication verbale, on est obligé, en tant que joueur, d'essayer d'interpréter donc les actions, comme je l'ai précisé, mais du coup, ça force aussi à aller détecter chez l'autre des micro-expressions ou une espèce de communication physique ou corporelle qu'on va pas forcément, on ressent quand on est dans la vie de tous les jours, mais qu'on ne s'applique pas comme une astreinte à essayer de vraiment comprendre comment est-ce que la personne d'en face fonctionne physiquement et comment est-ce qu'elle va interpréter certaines situations. Donc voilà, c'était juste une petite aparté sur les micro-expressions qu'on peut détecter chez les autres quand on n'a pas la parole. Yes. Ok. Ouais, effectivement, sur tous ces jeux-là, on a souvent des mots, des trucs qui trahissent quand même qu'on essayait de dire quelque chose. Ensuite, on a la symétrie d'information. Ouais. Donc avec la symétrie d'information, donc l'idée c'est que deux personnes qui font partie d'une même équipe, donc qui ont une tâche commune à accomplir, n'ont pas les mêmes informations dans la réalité. Donc là, on a choisi cette image-là parce que on a une des filles qui a les yeux bandés et qui doit faire un parcours, et sa camarade qui essaie de la guider pour l'empêcher de rentrer dans les obstacles. Donc c'est une mécanique de jeu qui est beaucoup utilisée dans les escape games, notamment pour valoriser la place de chacun dans une équipe, et notamment vraiment faire en sorte que les personnes parallélisent et aient le temps de voir un peu toutes les choses tout en ayant quelque chose tout en ayant une expérience de jeu complète. Donc il y a un élément essentiel en fait dans cette mécanique-là, c'est qu'il faut absolument que les joueurs s'écoutent, sinon il n'y a pas de communication.
Et s'il n'y a pas de communication, on ne peut pas générer la coopération. Donc, ça veut dire que dans cette situation, l'une des filles se prend les murs et l'autre ne peut pas arriver au bout du parcours. Enfin, ne peut pas aider sa camarade à aller au bout du parcours. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'écoute ne serait pas la première étape vers une coopération réussie? C'est une vraie question de fond quand on crée un jeu. Est-ce que la manière dont les joueurs vont s'écouter n'est pas une manière d'aborder aussi la coopération? Et ça me permet de lancer une autre réflexion aussi. Donc, je vais plusieurs fois dans la présentation, on va vous poser des questions comme ça, un peu ouvertes. Ça peut aider et alimenter un peu les échanges plus tard. Donc, autre réflexion, quels autres effets peuvent être générés par une asymétrie d'information? Donc, en fait, là, nous, on a identifié ces effets-là sur la communication, mais peut-être que l'asymétrie d'information va avoir d'autres effets qu'on n'a pas imaginés de notre côté au niveau de la communication ou des échanges ou de l'écoute. Et je pense qu'on peut passer aux exemples dans la réalité. Yes. Sur les exemples, j'ai mis un jeu qui se joue à deux, qui s'appelle Complice, où en fait, on va être les deux à faire un braquage d'un endroit et on va avoir des lunettes bleues et des lunettes rouges qui sont vraiment des lunettes filtrantes. Et en fait, c'est un jeu où on dessine, vous avez le petit plateau de jeu. En fait, il y a un des joueurs qui joue le braqueur et qui doit faire un parcours en évitant les lasers bleus et rouges. Sauf qu'en fait, quand on a les lunettes bleues, on ne voit plus les lunettes bleues, on ne voit plus les rayons bleus. Et quand on a les lunettes rouges, on ne voit pas les rayons rouges. Et donc, en fait, il y a un joueur qui essaie de guider l'autre, mais tout en essayant de guider, en fait, l'autre, il dit, bah, attends, moi, je ne peux pas passer là, il y a un rayon. Et donc, tout ça en temps limité, avec des contraintes de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Vous voyez qu'il y a quand même des parcours un peu complexes, il faut aller chercher des pièces, etc. Mais en fait, voilà, le jeu serait simple si on voyait tous les rayons des deux côtés. Et en fait, du coup, ça crée vraiment une nécessité de coopérer ensemble. Et d'ailleurs, le jeu a plusieurs niveaux et étages à chaque fois. Et il me semble qu'on alterne la position entre l'un et l'autre. Donc voilà un petit peu sur un exemple. Après, vous allez en trouver plein des asymétries d'informations dans des jeux qu'on a cités avant et après. Sur Anabi, par exemple, il y avait le fait qu'on ne voit pas ses propres cartes. Donc les autres joueurs ont des infos que je n'ai pas. Voilà un petit peu. Je crois on a mis d'autres contraintes de communication après. C'est ça. Donc l'idée ici, c'est qu'ensuite, on va aborder des questions un peu plus larges. Donc là, on parle vraiment de contraintes de communication depuis le début de la présentation. Et après, on va élargir un peu le spectre. Donc, on a identifié d'autres contraintes de communication qu'on trouve importantes. Il y a toute la partie altération de la communication verbale. Donc là, on va rentrer dans un exemple juste après. Donc, c'est comment est-ce qu'on va handicaper la communication sans la supprimer totalement. Donc, en fait, c'est un intermédiaire entre ce qu'on avait proposé tout à l'heure, donc la suppression de la parole, et le fait de pouvoir parler de manière libre. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'intermédiaire. Ensuite, on a le changement de moyen de communication entre les joueurs. Donc, ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai l'occasion de dire quelque chose à un joueur et que ce joueur va devoir s'exprimer d'une autre manière pour pouvoir identifier cet élément-là et après rechanger de moyen de communication. Pareil, on va rentrer dans les exemples, ça va vous paraître un peu plus clair derrière. Mais là, l'exemple du jeu, c'est Gartic Phone. Et la dernière contrainte de communication, c'est la communication limitée. Donc, ce n'est pas un handicap en tant que tel, puisqu'on n'a pas de gros éléments qui va nous bloquer dans notre façon de communiquer. La seule chose qui va nous bloquer, c'est une règle qui va nous forcer à n'utiliser qu'un seul mot ou donner des phrases avec des contraintes. Pareil, dans les exemples, ce sera un peu plus clair. Yes, bah, je vais peut-être aller aux exemples tout de suite. Ouais. Sur communiquer avec un handicap, du coup, on a les montagnes hallucinées. C'était un jeu coopératif plutôt classique sur la mécanique. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer parce que je m'en rappelle en plus pas exactement, mais globalement, on a un parcours collaboratif à faire avec des actions, des choses, etc. Ce qui nous a intéressé sur la partie communication, c'est que le jeu est basé, entre autres, sur une ambiance Lovecraftienne avec des personnages qui sont en train d'aller vers finalement, en tout cas, d'avoir de plus en plus de séquelles psychologiques, de choses qui arrivent, etc., au fur et à mesure. Et donc, en fait, on va avoir des handicaps au fur et à mesure qui vont être rajoutés aux joueurs. Par exemple, je vais devenir tête et les autres joueurs ne savent pas ce que j'ai eu exactement comme contrainte. Donc, par exemple, je ne peux avoir qu'une carte à la fois entre mes mains. Ou alors, il y a je réponds affirmativement à toutes les questions dont la réponse peut être oui ou non. Donc là, ça crée des choses assez marrantes
sur la communication parce qu'en fait, on est en train de demander à quelqu'un tu as une carte pour faire ça, etc. Il va répondre oui à chaque fois. Et au début, on va mettre un temps à se rendre compte qu'en fait, il ne répond pas librement. Sinon, il y a j'utilise un doigt comme moustache et je ne communique qu'avec les autres joueurs qui ont aussi un doigt en guise de moustache. Donc il va falloir que les autres comprennent ce qu'il faut faire pour que la communication puisse continuer. Et donc, il y a pas mal de cartes assez variées, de choses assez drôles à compliquées, à simples. Enfin, ça va aussi par niveau graduel, les niveaux. Et en fait, on finit quand même la partie avec une communication complètement chaotique autour de la table. En tout cas, c'est une expérience sympa. Je ne sais pas si en termes de rejouabilité, ça marche complètement bien là-dessus, mais en tout cas, à rejouer une fois de temps en temps, je trouve que la mécanique est assez intéressante. Gartic Phone, on en parlera après dans le test, mais globalement, on va être sur un jeu où on part d'une expression, la dessine, on reformule une expression, mais à chaque fois en passant à un autre joueur. Donc globalement, on est du coup sur une séquence où on essaye de garder l'information avec pas mal de contraintes. Sur Dixit, concept, Time's Up, je vais peut-être pas expliquer chaque jeu, mais globalement, on est sur des jeux de devinettes. Concept, on va faire deviner avec des petits icônes. Dixit, on va essayer de faire, pour Dixit, on va essayer de faire deviner une image parmi plusieurs avec un indice verbal. Et Time's Up, on va souvent être dans le mime, ou dans des choses avec un mot. En tout cas, à chaque fois, on a une contrainte de communication qui est de passer par un plateau, une image, par quelque chose. Voilà un petit peu sur des exemples là-dessus. Et du coup, on peut passer à la mécanique suivante. Donc, pour partir sur du plus général en rapport avec la coopération cette fois-ci, on a d'abord la planification en coopération. Donc, ça nécessite forcément des échanges entre les différents membres de l'équipe afin d'établir les meilleures stratégies possibles face à une situation donnée. Cela demande d'avoir une connaissance assez claire des différents éléments qu'on va retrouver dans le jeu et va falloir prendre en compte. Planifier dans ce sens-là, c'est aussi anticiper. Donc l'anticipation, elle va être provoquée par la présence d'éléments perturbateurs plus ou moins aléatoires. Et avec ces éléments-là, on va se poser la question, est-ce que altérer la communication dans un contexte de coopération planifiée, ça peut avoir des effets positifs ou négatifs en fonction d'objectifs qui sont toujours dans un contexte professionnel, bien sûr. Yes. Un premier exemple, j'avais mis Space Alert, du coup, qui est un jeu qui se passe par rounds successifs. Alors, vous voyez que c'est un peu foisonnant, c'est un jeu un peu costaud en termes de règles et de matériel, même si en fait, c'est des rounds assez courts avec une bande-son où on est face à des attaques aliens. On est dans un petit vaisseau qui a 6 cases et en fait, chaque joueur a des cartes. On les voit un petit peu avec, en gros, des types d'actions et ou des mouvements. Et globalement, on doit réussir à se coordonner dans un temps court avec une bande-son qui nous dit des trucs pour dire, toi, tu vas au moteur mettre de l'énergie, pendant que moi, je vais utiliser le canon pour faire ça. Et en fait, voilà, on est dans ce dialogue et on va vraiment, en fait, vous avez des petits numéros là, 1, 2, 3, etc. On doit programmer sa suite d'actions chacun et il faut que ce soit cohérent, sachant que au bout d'un moment, si on est plusieurs à appuyer sur le même bouton, ça sert à rien. Si le réservoir d'énergie est vide au moment où je tire avec certains lasers, ça sert à rien. Donc voilà, on est pleinement dans cette effervescence il faut qu'on arrive à planifier la succession d'actions qui va se passer malgré un contexte un peu chaotique. Donc voilà, sur Space Alert. Pandémie, du coup, un classique aussi. Là, on n'a pas le côté temporel du tout, mais on va être sur, là, c'est mon tour de jeu, mais est-ce que toi, tu vas pouvoir aller résoudre ce problème, puis telle personne, parce qu'effectivement, on a du coup une pandémie qui se répand, donc avec des petits cubes qui peuvent s'étendre, s'éparpiller en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, des foyers qui peuvent se créer. Donc on est sur un jeu avec des actions, avec je crois 2 actions par joueur, des actions différentes et les joueurs qui jouent successivement tour à tour. Donc on est obligé de communiquer entre nous pour se dire, moi je m'occupe de ce problème-là, toi tu fais ça, et peut-être un des sujets, c'est aussi de chercher, il faut avoir 4 remèdes pour gagner la partie. On dit aussi, tiens, toi, tu t'occupes du remède, moi, je fais de l'extinction de feu pour éviter un problème urgent de se déclarer. Donc voilà, on est dans la communication aussi permanente sur ça. J'en profite aussi, je ne crois pas qu'on en parle, mais c'est un des sujets sur l'asymétrie d'information dont on parlait avant, c'est
Et inversement, dans Pandémie, on peut avoir cet effet-là, c'est d'éviter aussi des effets leader parfois d'un joueur qui prendrait le pas sur la communication, qui deviendrait donner des ordres aux autres joueurs, quoi. Une bonne partie de Pandémie, je pense que ça reste une partie où chacun s'exprime, propose des solutions et où on n'est pas dans quelqu'un. Enfin, je pense qu'on est plus sur de la communication si quelqu'un joue et dit aux autres ce qu'il faut faire. Voilà, sur Pandémie, je ne sais pas si et peut-être, ouais, sur Big Book of Madness, je veux bien que Tanguy, tu en Ouais, parles, peut-être celui-là, tu le maîtrises mieux que moi. pas de souci. Donc, rapidement, le pitch de Big Book of Madness, c'est on est des étudiants dans une école de magie et un peu pris par notre tentative de vivre des aventures. On est allé dans la partie de la bibliothèque qui est interdite et on a ouvert un bouquin qui fait apparaître des monstres. Et en fait, on va devoir battre la totalité des monstres qu'on va rencontrer. Et l'idée ici, c'est que on a tous nos spécialités, donc on a chacun un rôle avec des pouvoirs spécifiques. Et c'est un jeu qui mélange du deck building avec de la planification de coopération. Donc en fait, l'élément aléatoire ici, il est très maîtrisé. On a beaucoup de possibilités d'arriver à contrer les situations, sauf que le jeu est très dur. Et l'idée, c'est que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va réfléchir pendant peut-être 15-20 minutes à comment articuler les tours de la meilleure manière par la suite, et après enchaîner les 5 tours en moins de 2 minutes. Parce que l'idée, c'est de dire, bah, en fait, on a la visibilité sur tout ce qui va se passer pendant les 5 prochains tours, et avec les éléments qu'on a en tête, et comment est-ce qu'on peut calculer le fait que telle carte va revenir au bon moment. Moi, je vais jouer tel sort qui va pouvoir m'aider à faire telle action, va nous permettre en fait, d'anticiper et de créer une communication qui est organisée et stratégique dans un objectif de réussite de réussite de la situation. Yes. Voilà. Hop, et du coup, on passe à la coopération en temps limité. Je crois qu'il y a déjà des exemples qu'on avait qui étaient de ce genre-là, mais ouais. Tout à fait. Notamment, on a parlé tout à l'heure d'escape game, donc ça rentre dedans. Donc l'idée dans le fait de mettre du temps limité, c'est qu'on met les joueurs en situation de stress. Et donc du coup, en situation de stress, la coopération ne se déroule pas de la même manière. C'est le contre-exemple total du jeu qu'on a présenté juste avant, ou même de Pandémie. Je connais pas assez bien le, le, le Space Alert pour avoir une idée dessus, mais concrètement, dans ces deux jeux précédents, on a tout le temps qu'on veut pour pouvoir faire nos tours et imaginer nos tours. Là, avec le timing et le chrono qui défile, on ne va pas pouvoir tout faire. Donc, en tant que joueur, il faut déjà qu'on trouve le temps de déléguer à d'autres personnes les actions qu'on a à faire. Mais également, il faut qu'on arrive à organiser notre temps et à être efficace dans notre communication. Et c'est la première fois qu'on utilise le mot efficace depuis le début de cette présentation. Donc, comment est-ce qu'on rend une communication efficace? Ça, je pense que c'est aussi une bonne c'est une bonne réflexion à avoir dans la conception d'un jeu dans un contexte professionnel. Comment rendre une communication efficace sans pour autant perdre l'information au sein de cette communication. Je regarde si j'ai dans mes notes d'autres éléments à Ouais, vous. j'en profite pour réagir. Space Alert, il est en temps limité et Magic Maze aussi. Et en fait, on constate assez souvent quand on fait des parties de ces jeux un peu, ou en escape game de ces jeux un peu effrénés, qu'on a des réflexes de communication un peu d'urgence parfois, qui en fait, parfois, en fait, si tout le monde se calme et essaye de passer les informations un peu moins vite, on avance plus vite qu'en essayant de bombarder très vite. Donc, je pense qu'il y a souvent un truc intéressant avec le temps limité pour le monde professionnel qui est aussi souvent en temps limité. En tout cas, on a souvent des mauvaises communications, des choses qui se passent mal aussi à cause de délais, d'urgence, vrai ou pas d'ailleurs, mais où effectivement, bah, la contrainte de temps modifie pas mal la façon dont on communique avec les autres. Exactement, bah, je pense que tu peux tout de suite enchaîner On sur les passe aux exemples. exemples. Ouais. De toute façon, on avait déjà parlé de Space Alert. Complice a aussi un peu ça, puisque ce que je vous citais avant, puisque pareil, on a le temps limité. Donc parfois, on pourrait se dire, tu as le temps de décrire tous les lasers, mais en fait, on n'a pas le temps. Les escape games, c'est pareil. On a rajouté un exemple qui est Keep Talking and Nobody Explodes, qui est un jeu asymétrique. En plus, c'est là où on voit que tous les concepts qu'on a mis, il y en a beaucoup qui peuvent se combiner entre eux aussi. Un joueur a une bombe qui est à chaque fois différente. Enfin, il y a des niveaux de bombes qui a plein de boutons, de piles, de paires, d'impairs, etc. Et les autres joueurs, ils ont le manuel de la bombe. Alors là, c'est la version en anglais, mais il existe en français le manuel aussi. Et le manuel, il va venir décrire
il va dire si vous avez 2 piles, c'est ça qu'il faut suivre. Si vous avez 3 piles, c'est ça qu'il faut suivre. Et il a des instructions très précises et très, très précises pour désamorcer la bombe qui vont être de l'ordre de voilà, si c'est une bombe avec 3 piles, vous pressez ce bouton-là, puis celui-là. Mais si c'est une bombe avec 2 piles et un numéro impair sur ça, et voilà, il y a plein de mini-jeux, de choses où il y a besoin en fait pour le joueur qui a la bombe. Là, on ne les voit pas complètement. Mais par exemple, il y a un jeu qui est horrible, qui est les fils compliqués, où on a plein de fils entremêlés. Il faut savoir lesquels on coupe pas, et ça dépend en fait de si le nombre de verres est impair, si ça s'entrecroise comme ça, si sur tel schéma du manuel de design. Donc en fait, on passe son temps et on a tout ce sujet-là du joueur qui est seul face à la bombe, qui pose des questions aux autres, qui essaye d'avoir les bonnes informations pour savoir quelle partie du manuel s'applique, qui essaye de lui dire au bon moment ce qui se passe. En français, on perd un petit bout du jeu parce qu'en plus, ils sont amusés avec certains mots et certaines choses qui sont les informations à transmettre, sont des onomatopées, des choses comme ça, qui du coup peuvent, dans la confusion de communication, aussi mal se passer. Mais voilà, donc, du coup, le temps limité, pareil, empêche qu'on puisse lire tout le manuel. En fait, nous pousse aussi à la faute quelque part. Donc voilà un petit peu. Et il nous reste du coup en mécanique les messages codés et rôles secrets, il me semble. C'est ça. Donc, on a rassemblé ces deux mécaniques parce que, au niveau de la communication, elles s'organisent un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'en tant que joueur, on doit transmettre une information à ses alliés sans que les adversaires puissent comprendre cette information. Donc, souvent, la communication dans ce contexte-là, elle va passer par l'affect, puis par la complicité entre les membres d'une même équipe. Et s'ils ne se connaissent pas, ils vont devoir créer cette complicité pour pouvoir résoudre la situation. Finalement, enfin, vous allez voir dans les exemples à peu près, un peu après, mais je m'explique. Si je prends juste l'exemple du Dixit qui n'est pas dans cette catégorie, en tout cas pour le moment, en tout cas on n'a pas identifié dans cette mécanique-là, mais in fine, dans le Dixit, si on veut faire deviner une carte spécifique à une personne, puisque l'objectif c'est pas que tout le monde la comprenne, la trouve cette carte, on peut utiliser une référence qui ne sera comprise que par une seule personne. Et nous, en tant que joueurs, on va marquer des points. Et cette personne qui va être notre complice va marquer des points aussi, sans pour autant que les autres aient pu comprendre. Et là, l'idée, c'est d'avoir en fait cette situation qui se répète souvent. Et donc, dans un contexte d'entreprise, ça peut être intéressant de se poser cette question de comment est-ce qu'on génère de la complicité entre les membres d'une même équipe et notamment comment est-ce qu'ils peuvent se parler de manière un peu avoir leur propre langage, finalement. Yes. Sur les exemples, on a mis ce premier jeu qui est Fake Artist, qui est un jeu où en fait vous avez tous les joueurs reçoivent une tuile sauf le maître du jeu, enfin une personne à chaque fois qui par exemple va donner le mot éléphant à tous les joueurs sauf un qui sera le faux artiste. Et du coup en fait après chacun doit faire une œuvre collective en dessinant un trait. Chacun a un spot de couleur, donc on sait qui a fait quel trait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un joueur qui sait pas ce qu'on est en train de dessiner. Et le but du jeu, c'est qu'il soit démasqué au bout, qu'on puisse le pointer du doigt. Lui gagne s'il n'est pas démasqué, bien entendu. Les autres joueurs gagnent s'ils arrivent à le démasquer. Et du coup, tout le jeu est de dessiner un éléphant, mais sans trop le montrer non plus, puisque sinon, ça va être facile pour le faux artiste de deviner ce qu'on est en train de dessiner. Donc, ça crée des dessins assez marrants où et en plus, ça donne une bonne excuse pour mal dessiner, de justement avoir cette contrainte de pas que ça soit simple à deviner non plus, mais qu'en même temps, ceux qui savent, savent. Donc, un jeu assez marrant là-dessus. Ça peut se jouer en groupe assez nombreux. On a mis le Kems, qui est pour le coup un jeu où on a besoin de se passer des informations en faisant des gestes secrets entre les joueurs sans que ça se joue en 2 contre 2, si je ne dis pas de conneries souvent, donc sans que l'autre équipe devine qu'on est en train de passer le signal entre nous. Codenames, pareil, va venir, on va avoir besoin de se donner des infos par type d'indice. Donc là, on va avoir une grille avec plein de mots. Et il va falloir donner un nombre en disant, là, le mot que je donne, il est pour tant de mots. Et du coup, ça va aider le joueur à trouver. Et il me semble qu'il y a une mécanique, je ne sais plus, Tanguy, j'ai un doute, ou ceux qui savent, ou ceux et celles qui savent, pour l'équipe adverse, elle peut deviner des mots que je suis en train de deviner. Ah non, c'est parce que l'équipe adverse a aussi ses mots à deviner. Donc, Oui, en c'est fait, ça ça. l'aide de savoir lesquels sont les nôtres. C'est ça. Donc, il y a aussi un enjeu de ne pas trop montrer. Et Dixit, tu en as Je déjà crois parlé, du que coup. Ouais, vas-y. sur Codenames, je crois que si tu fais découvrir, si tu découvres le mot de l'autre équipe, en fait, ça leur fait un point. Ouais, oui, c'est ça. Donc, tu as tout Oui, c'est ça. intérêt à savoir quels sont les mots de l'autre équipe. Ouais.
pour pas les prendre. C'est ça. Ok. C'est de conserver Et, l'information sans la dévoiler. et rôle secret, je vais peut-être te laisser la main dessus. Je pense que tu Ouais, connais mieux. ça marche. Je vais faire de droite à gauche pour changer. Donc, à droite, vous avez Time Bomb, le jeu, ça oppose Sherlock Holmes à Moriarty à Londres. Donc, l'équipe de Sherlock Holmes doit doit désamorcer la bombe que Moriarty a placée pour faire exploser la tour de Big Ben. L'idée est assez simple, hein, on a 4 ou 5 cartes devant nous. Et l'idée, c'est qu'on doit arriver à couper les fils. Donc, il y a un certain nombre de fils. Alors, je crois que c'est un nombre de fils par nombre de joueurs, donc 5 fils si on est 5 joueurs. Et l'idée pour Sherlock Holmes, c'est d'arriver à couper tous ces fils-là. Alors que l'idée pour l'équipe de Moriarty, c'est de trouver la bombe. Et en fait, ça va être dans notre façon de communiquer, dans notre gestuelle, c'est un jeu de bluff, un peu comme celui qui est à la gauche, là, le loup-garou de Kerchelieu. Donc, je pense que je ne vais pas forcément avoir besoin de l'expliquer, même si vous n'y avez pas joué, on pourra l'expliquer. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est ça. On est des rôles cachés et il y a 2 équipes, et ces 2 équipes doivent, parmi les éléments que chacun possède, trouver comment réaliser leur objectif. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer le loup-garou? Est-ce que tout le monde voit ce que c'est? Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Voilà. S'il y a besoin, on refera un petit point sur le loup-garou juste après, mais voilà. Et sinon, celui de gauche est un jeu à rôle caché qui est un peu moins connu, qui s'appelle Tortuga. Donc, l'idée, c'est que vous incarnez des pirates. Vous faites partie d'une nation, donc soit des Britanniques, soit des Français. Et vous êtes présent il y a 2 navires pirates, un galion espagnol et l'île de Tortuga. Et en fait, vous êtes incarné par un pion. Et votre pion, en fonction de la situation, va changer de rôle. Donc, par exemple, là, ici, sur cette image, le pion bleu à gauche, il est le capitaine du bateau qui s'appelle le Hollandais volant. Et en tant que capitaine de bateau, il peut décider de certaines actions qu'il peut faire pendant son tour. C'est-à-dire que, par exemple, il peut exiler un pirate sur Tortuga, il peut attaquer le galion espagnol. Et en fait, son objectif à lui, c'est de faire en sorte que sa nation, à la fin du jeu, ait le plus de trésors. Donc, les trésors, c'est les espèces de briques marron qu'on voit sur l'écran, notamment dans le galion espagnol. Et on voit aussi que dans chaque bateau, il y a 2 cales, une cale par pays. Et il a la possibilité, d'autres rôles ont la possibilité de déplacer les coffres à l'insu du capitaine. Donc, en fait, constamment dans le jeu, on peut aussi créer des mutineries pour faire tomber le capitaine. Il y a plein de situations complètement différentes qui peuvent se retourner contre nous. En plus, il y a des événements qui viennent casser le rythme. Donc, en plus d'avoir des rôles secrets, on doit essayer de communiquer avec les autres joueurs sur quelle nation on est, tout en n'étant pas tout à fait clair pour être sûr que les autres ne comprennent pas de quelle nation on est. Enfin bref, c'est un jeu où il y a beaucoup de situations bordéliques et c'est très satisfaisant d'arriver à monter un plan avec des personnes où vous êtes identifiés. Et donc, du coup, il y a aussi de la planification, mais on ne peut pas être sûr de la personne avec qui on est en train de planifier un plan. Donc, c'est complètement, ça retourne complètement le cerveau, mais je vous assure qu'en tant que jeu, c'est très sympa à jouer. Et dans ce qu'on se disait, pour rattacher à notre sujet de la communication, c'est que dans tous ces jeux-là, on passe beaucoup de temps à essayer de poser des questions, de voir qui noie le poisson. La communication, pour le coup, elle sert plus à l'enquête et peut-être à démasquer qui est mal à l'aise ou à tâter le terrain. Elle a un rôle un peu différent de ce qu'on s'est dit avant, je pense. Exactement, tout à fait. Ok, merci. Ouais, hop. Ah oui. Donc là, l'idée, c'est qu'on est parti du principe que la plupart des joueurs, et que normalement tous les joueurs sont censés faire ça, c'est-à-dire ils sont censés suivre les règles à la lettre. On est tous d'accord là-dessus? Non, on est d'accord qu'effectivement, lorsque on n'est pas, en tant que créateur de jeu, on n'est pas présent ou on n'anime pas un jeu par nous-mêmes, on ne peut pas s'assurer que les joueurs respectent les règles parfaitement. Et c'est justement là que c'est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, dans un jeu comme The Mine, où toute communication est interdite. Ce n'est même pas que la communication verbale, c'est toute communication est interdite. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de gestes, on n'a pas le droit de regarder son coéquipier, on n'a pas le droit de faire des onomatopées, des bruits et quoi que ce soit. Et en fait, les joueurs vont essayer de s'approprier les règles et de les interpréter un peu à leur façon, de manière à ce qu'ils vont ils vont tricher pour contourner les règles afin de trouver un autre moyen de communiquer que la communication verbale qui est interdite, qui est la principale communication interdite.
Et donc, ça va générer des situations très rigolotes, notamment des capharnaüm d'onomatopées qui ne veulent rien dire, mais pour autant, tout le monde se comprend alors que ça n'a pas de sens. Ou alors une personne qui fait des mouvements de tête pour marquer les numéros qui montent et qui descendent pour pouvoir placer chacun à son tour les bonnes cartes. Enfin, voilà, il y a plein de situations possibles et imaginables. Et en fait, ce qui est drôle, c'est de faire en sorte que les joueurs, ils vont créer leur propre système de communication et ça va renforcer leur lien aussi. D'une certaine manière, en coopérant comme ça, ils vont renforcer leur lien. Donc, on trouvait ça rigolo de le mettre en avant aussi, que parfois, en détournant les règles, en trichant, on arrive à communiquer et donc, du coup, on peut apprendre et avoir des vertus qui sont importantes dans le monde professionnel. Il y a Sarah qui disait ça arrive de tricher. Moi, on triche aussi parfois à l'insu de son plein gré. C'est vrai qu'il y a pas mal de fois où c'est vrai qu'on veut tricher, c'est qu'on n'arrive pas à respecter les règles parce que c'est difficile de se taire. En fait, quand la personne est en train de saisir la carte qu'il ne faut pas saisir et qu'elle va planter la partie pour tout le monde, parfois, c'est pas simple. C'est ça. Et The Mind, c'est très fort pour ça. Enfin, c'est aussi le cas avec d'autres jeux où on ne parle pas. Mais ouais, voilà, on voulait mettre ça en avant aussi, que parfois, en détournant les règles, on peut créer vraiment quelque chose de Vous avez un, valeur derrière. Vous avez un sujet complet là-dessus sur Anabi de game design où en fait c'est le fameux jeu où on a ses cartes à l'envers et on ne sait pas et donc à chaque tour soit on joue une carte, soit on donne des informations, etc. Il y a des conventions qui se sont mises en place entre les joueurs parfois de dire bah, en fait la carte la plus à droite c'est celle que je vais défausser. Et par exemple, ça, c'est pas les règles ne le disent pas. Il y a pas mal de groupes qui pratiquent cette convention-là du jeu et l'auteur ne l'avait pas forcément vu venir ou prévu. Et en fait, on peut avoir des conventions qui se mettent en place, qui ne sont pas interdites par les règles, parce que dans l'absolu, c'est un ajout. C'est un ajout dessus, et en même temps, une fois que c'est su, ça vient perturber des choses. C'est pareil, hein, sur The Mind, j'ai entendu quelqu'un sur un post LinkedIn qui me racontait avoir joué avec des gens qui font de la musique, et pour qui, du coup, c'est très facile de se coordonner sur 1, 2, 3, 4, 5, et puis d'avoir un métronome, enfin d'être bon dans le rythme et du coup d'aligner les chiffres dans l'autre. Donc en fait, il peut y avoir la méta-communication, en tout cas des choses par-dessus. Donc c'est assez intéressant sur les jeux de communication. Ok, et ben du coup là on a un peu fini notre panorama des différentes. En fait, avec Tanguy, ce qu'on a fait, c'est d'aller essayer de décortiquer les jeux qu'on connaissait de communication, qu'est-ce qu'on mettait et quelles étaient les mécaniques intéressantes. Et je pense que là, du coup, l'idée aussi, c'était, en tout cas, et je te laisserai compléter Tanguy, mais nous, je crois que l'idée, c'était de se dire, bah, en fait, quand vous avez un sujet que vous avez envie d'utiliser à titre professionnel, dont vous avez envie de parler, qui est en rapport avec la communication, à la fois quels sont peut-être des jeux qui sont intéressants à utiliser directement ou quelles sont les mécaniques de jeu qui peuvent être intéressantes à aller chercher. Donc voilà un petit peu la façon dont on a décortiqué ça. Je ne sais pas si Tanguy, tu voulais… Non, c'était donc là, on est arrivé vraiment au temps où nous, on va arrêter de faire un monologue et on va laisser la parole aux autres. Ça peut être pas Voilà, mal. donc peut-être s'il y a des réactions, des choses aussi où vous dites, tiens, j'ai tel sujet, il y a tel type de choses qui marchent. Donc on va pouvoir prendre des notes aussi au besoin. Ouais, Mathieu. Attends, il faut le micro. Bah, après, on peut faire un jeu de communication, mais… Je pensais avoir appuyé sur j'avais le focus sur la mauvaise fenêtre. Ouais, je veux bien prendre la parole. Moi, ce que ça m'évoque aussi, la communication, c'est un type de jeu que moi, j'aime pas trop, mais qui est de la pure négociation, en fait. Ouais. Et qui force à la négociation absolue pour gagner ou ne serait-ce qu'avancer. Après, négociation avec des loyautés plus ou moins durables, hein, en général, mais voilà, je sais que ça… Je vais activer le son de manière générale. Je sais que c'est aussi intéressant. Enfin, ça peut être utilisé aussi en entreprise. Et voilà. Ouais. Je n'arrive pas à le faire rentrer dans une des catégories. Non, bah en fait, on l'a supprimé pour être franc, parce Ah, qu'on ok. on se posait la question si la négociation, c'était de la communication. Vous avez 2 heures et une copie de philo, C'est mais clair. c'est une vraie question, je ne sais pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression que que c'est la mécanique principale du jeu. On est obligé de parler. Et en général, en plus, enfin, moi, c'est pour ça que j'aime pas trop ça, c'est que ça favorise souvent les extravertis, enfin, ceux qui ont une facilité oratoire très très forte. Ils peuvent convaincre plus facilement les gens plus introvertis, donc je trouve pas ça forcément très intéressant en tant que jeu social. Voilà.
Après, entre cercles d'amis très, très, très proches, on peut l'utiliser pour se charrier et savoir qui fera la plonge. Mais Est-ce que, Yes. est-ce que par hasard, tu aurais un exemple de jeu dans lequel ça t'a marqué à ce moment-là? Parce que justement, moi, j'ai joué à pas mal de jeux de gestion, c'est souvent dans ces jeux-là qu'on a de la ouais. négociation, mais à chaque fois, c'était pas la mécanique principale. Donc, je sais pas, tu Il y as a, des idées de jeux, toi? alors, il y en a un auquel je joue pas, un vieux jeu, voilà, qui a la réputation de briser des amitiés. Comment c'est? Diplomatie. Ouais, c'est diplomatie, ouais, c'est ça. Il y a diplomatie, et il y a l'autre. Je me semble que dans Twilight Imperium aussi, il y a pas mal de communication, Ok. qui est enfin, un jeu de plusieurs heures. Moi, j'y joue pas pour ça. Après, voilà. Après, tu as des négos faussés. Enfin, je trouve que dans Catan, enfin les colons de Catan, il y a une phase de négo qui est. On négocie que si on est plus fort, en fait. On négocie. Moi, j'appelle négocier avec un flingue. La négociation est un peu déséquilibrée. Tu n'as intérêt à accepter que. Enfin, tu n'as jamais intérêt à accepter, en fait. Tu as intérêt à la faire Yes. que si elle va dans ta faveur. Ok. Mais voilà, je trouve ça Ça reste intéressant. Ouais. Et de toute façon, c'est des thématiques, dans tous les cas, la négociation, c'est une thématique professionnelle. Donc, Ouais, tout à fait, ouais. ça revient forcément sur la table quand on va échanger avec des professionnels, surtout des directeurs de services commerciaux ou de choses comme ça. Ça peut se retrouver sur la table, en tout cas, Mm. comme sujet. Mais il y a un truc qui m'a surprise dans ce que vous avez partagé. Déjà, bravo, c'est un super boulot. Mais j'ai été étonnée de voir les jeux de coopération comme Pandémie, etc. dedans. Et en fait, pourtant, c'est évident. La communication pour les jeux de coop, c'est la clé. Et ça me rappelle un jeu que j'ai testé à Cannes, qui est en cours de sortie, où l'auteur du jeu nous avait dit: «Il faut communiquer, il faut surtout communiquer» et j'avais pas fait le rapprochement entre, la qualité de la communication et la réussite du jeu dans les jeux de coopération en particulier. Donc merci pour ce partage, enfin moi, j'ai trouvé ça hyper éclairant C'est et je voulais d'ailleurs. vous partager ouais. Non, j'étais en train de réfléchir parce que je crois qu'on a eu la discussion aussi en préparant ça, qu'on ne connaissait pas beaucoup de jeux de communication qui n'étaient pas coopératifs. J'en ai un. J'en ai testé un à Cannes, que je peux vous montrer. J'ai une photo, si je peux partager l'écran. Oui, oui, attends, je vais vérifier que tu puisses, mais non, ouais, c'est bon. Mais non, il est coopératif. Je peux vous le montrer quand même, mais Non, mais en fait, je c'est suis en ça, train de hein. me dire: «Non, c'est coopératif, tu as raison». Attends, je Ou en tout montre. cas, c'est souvent semi-coopératif. Il y a un traître, il y a parfois quelque chose dans les messages Ouais, codés ou des équipes, mais il y a quand même souvent. ouais. Je pense que je vous en ai parlé Ouais. dans la Oui. conf qu'on a fait de retour de Cannes. Donc Blabel, chacun a son langage. Donc à droite, là, vous avez des dictionnaires, chacun a son dictionnaire. Il y a des dictionnaires qui se ressemblent un peu, mais pas tous. Et chaque mot, en fait, tu vois, tu vas voir escalier, porte, et tu dois construire en fait une tour à 6 ou 7 étages. En fait, j'étais en train de me dire: «C'est un peu compétitif», mais non, c'est complètement coopératif puisque tu gagnes que quand tu as réussi à faire tous les étages et tu ne peux faire tous les étages que quand tu as réussi à te comprendre et Mm. qu'il y a au moins 2 personnes qui se comprennent et après l'idée, c'est comment tu adoptes. En fait, c'est des mots, donc au lieu de dire porte, il y en a un qui va dire, «sgadou» et puis pour l'autre, porte, ça va être, «scapou» et donc l'idée, c'est de dire: «Ah bah tiens, porte, chez moi, c'est scadou et lui, c'est scapou». Ça se ressemble, donc c'est peut-être le même mot qu'on a finalement. Donc et tout le monde doit désigner, tu as des architectes et tu dois désigner les bons, les bonnes matières, or, pierre, bois et cetera et les bons éléments de construction pour construire la tour. Enfin bref et c'est hyper drôle et ce qu'on peut compléter aussi sur le jeu de communication, c'est qu'il y a un côté fédérateur où tu peux créer un langage commun. Celui-ci en particulier est très fort pour ça et c'est assez chouette de voir comment après ça devient, des éléments sortis du jeu qui vont rester dans une équipe et c'est assez chouette aussi. Ça crée, ce mythe un peu, collectif, autour du jeu de communication quoi. Ça soude, vachement. Donc voilà. Yes, Moi, merci. je pense que j'ai un jeu de communication pas coopératif, du coup, qui est Black Stories. Moi, je m'en sers beaucoup pour démontrer l'importance de poser des questions et d'écouter les autres. Enfin, et du coup, de l'importance de chacun de pouvoir s'exprimer en réunion et tout ça. Et du coup, Black Stories, je crois qu'il se trouve en ligne
ça doit être quelque chose comme Detective Stories. Et en fait, on est souvent sur une scène de crime, c'est pour ça que ça s'appelle Black Stories, qui est décrite de façon très très succincte. Et en fait, les joueurs doivent deviner ce qui s'est passé en posant des questions. Et le maître du jeu ne peut répondre que par oui ou non, en fait. Et du coup, il n'est pas coopératif parce qu'il n'y a que celui qui devine vraiment ce qui s'est passé qui remporte la partie. Mais voilà, on va se servir de tous les échanges qu'il y a eu pour faire des déductions, poser sa prochaine question. Voilà. Et il est assez marrant celui-là parce que on est parfois, c'est pas des êtres humains. Enfin, il y a des choses un peu absurdes qui peuvent se passer. Et du coup, ça force à poser des questions qui peuvent a priori paraître stupides aux autres, mais qui en fait vont permettre d'avoir des informations très intéressantes. Après, Yes. dans les éléments qu'on a cités et qui étaient des éléments donc, des jeux qui demandaient beaucoup de communication, mais qui n'étaient pas forcément que coopératifs. Alors, tu as raison, en fait, dans le sens où il y a forcément une équipe. Enfin, il y avait forcément il y a un côté équipe quand même derrière. Mais tous les jeux de messages codés ou rôles secrets, c'est rarement des jeux non compétitifs, pour le coup. C'est vrai. Désolé pour la Parce que- double négation, j'ai un peu trop l'habitude de faire ça, mais en gros, c'est Ouais, souvent non, des jeux compétitifs. Voilà. effectivement, surtout ceux-là, ouais, les codenames, etc. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Et Yes. les jeux de déduction aussi, je sais pas, 13 indices, et choses comme ça, où faut. Moi, je trouve qu'il y a une information partagée, donc il y a de la communication, mais elle bénéficie à tout le monde, mais il n'y a qu'une personne qui gagne. Ouais, oui. Je ne sais pas comment on peut le qualifier, si ça rentre dans le cadre. Je pense que Black Stories, ça rentre Ouais, complètement là-dedans. ouais, ça m'a fait penser à ça, ouais, quand tu as parlé de Backstory. Yes. Est-ce qu'il y a encore des petites réactions, des envies de réagir, etc. Est-ce que... Dans le genre de jeu message codé, tu as aussi Mysterium, je sais pas si Ouais. ça vous dit, Mm. et, communication qu'avec des images et interaction de se parler. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est qu'on arrive à mieux connaître une personne simplement en analysant les choses qui reviennent, enfin, les images qu'elle choisit au fur et à mesure. Et du coup, ça ne permet pas de se concentrer que sur la communication verbale. Ouais, pas de se focaliser sur le premier degré. Peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver en entreprise. Pas de se focaliser sur le premier aperçu qu'on a eu, mais sur la différente façon de réagir à certaines situations, différentes façons de réagir de chacun, en fait. Quelquefois, on peut voir des choses enfin, voilà, qu'on ne pensait pas voir au premier abord. Yes. Un des points qui me fait dans la préparation aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné plus que ça, peut-être qu'on l'a dit, c'est qu'en fait, on s'est aussi dit la plupart des jeux qui parlent de communication, en tout cas qui sont autour de ces sujets-là, viennent altérer la communication. Et ce qui est intéressant à chaque fois, c'est que ça nous fait prendre du recul sur des choses, des composantes de la communication qu'on regarde peut-être pas, comme le non-verbal, comme comment on communique aussi à travers les actions qu'on fait. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses où quand la communication elle est altérée, justement, on se rend compte de choses dans la communication. Il y avait un autre type de jeu qu'on a aussi supprimé de notre liste parce qu'on s'est dit que c'était pas justement, ça n'altérait pas la communication plus que ça. C'était Cosmopolite, les jeux en langues étrangères où on s'était dit que ça rentrait dans la case parce que forcément, utiliser des langues étrangères pour pouvoir communiquer. Alors, j'ai jamais joué au jeu, donc je me parle sous le contrôle de de mes homologues qui ont déjà joué. Mais l'idée, c'était du coup d'utiliser des langues étrangères pour transmettre des informations. Et dans ce contexte-là, en fait, ça n'altère pas tant que ça la communication, si j'ai bien compris. Il y a quand même une question de compréhension, en fait. Ouais. D'écoute et de transmission, de répétition du message. Donc, Ouais, il y a des petits... différent, ouais. Effectivement, il y a ça, ouais. Du coup, ce qu'on vous propose pour terminer cette petite session, s'il n'y a pas d'autres points supplémentaires, c'est de se lancer une petite partie de Gartic Phone.
Yes. pour jouer tous ensemble. Ça peut être sympa. Donc, si tu veux, j'ai le lien. Ouais, je veux bien. Je vais arrêter l'enregistrement aussi parce que c'est pas très intéressant, je pense, Ouais. la partie où on voit pas, on joue pas pour les. Donc, je